après des études, vous étiez au cours de votre service militaire, alors là j'espère que c'est vrai parce que c'est quand même super, gardien de prison. Oui, c'est ça. Et c'est là que vous avez commencé à écrire des contes pour enfants. Oui, bonsoir. Je vois que vous pouvez raconter sur moi mieux que moi. Mais, merci beaucoup. Oui, peut-être je commencerai avec une petite histoire de ma vie, de biographie sur mes livres, et après je vais répondre à toutes vos questions. C'est vrai, en 1961, je suis né à près de Leningrad, dans le village Vudogosh, sur la rivière Volkhov. Mon père était pilote militaire d'essai, ma mère était une jeune médecin, et grâce à mon politicien soviétique préféré, qui était aussi un Ukrainien, Nikita Khrushchev, la famille devait se déménager à Kiev parce que après la crise de Karib en 1962, Khrushchev a annoncé le désarmement d'armées soviétiques unilatérales. Et 100 000 officiers étaient démobilisés de l'armée soviétique et devaient chercher le travail dans la vie civile. Ma grand-mère s'installait après la guerre à Kiev. Elle était aussi un médecin, une dame chirurgienne, une dame staliniste, comme mon grand-père aussi. Et on s'est déménagé à Kiev à cause de ça, peut-être parce qu'il y avait, et jusqu'à aujourd'hui, il y a une usine des avions Antonov, qui produit des avions Antonov pour le monde entier. Et là, mon père commençait à travailler comme un pilote d'essai déjà dans l'aviation civile. Et on a habité quelques années dans la maison de ma grand-mère, dans le petit banlieue aristocrate de Kiev, c'est Pushchevoditsa, c'est une petite région avec beaucoup de forêts, beaucoup de lacs, beaucoup de sanatoriums pour les gens normaux, ordinaires et pour les communistes importants. C'était tout mélangé. Et après quelques années, c'était je crois 66, l'État soviétique a nous donné un petit appartement gratuit à cause du travail de mon père, en face de l'usine, en face d'aérodrome. Sur le 5e étage, c'est la maison très connue dans la culture soviétique et post-soviétique. Les maisons comme ça s'appellent Khrushchevki. C'est les maisons de Khrushchev. C'est à 5 étages, sans façade, avec des balcons, tout ça, tous les appartements très petits, 45 mètres carrés. Et je suis vécu avec mon frère, qui est 7 ans plus âgé que moi, dans cet appartement. Et à l'âge de 6 ans, parfois, je restais souvent seul dans l'appartement. Et pour que je peux m'amuser avec quelque chose, mon père m'achetait 3 hamsters sur le marché des animaux. Et les hamsters habitaient dans une bocal de 3 litres, pas cage, c'est comme bocal de glace, oui. Oui, et si j'étais seul dans l'appartement, je les laissais se promener dans l'appartement, et si quelqu'un était rentré, je devais chercher les hamsters pour les placer dans le bocal. Une fois, je ne pouvais pas trouver un des hamsters, et quelques 20-30 minutes après, mon père, par hasard, tuait ce hamster par la porte. Et j'étais vraiment très choqué, très triste. J'ai décidé d'être beaucoup plus attentif aux animaux. Et quelques semaines après, quand je trouvais sur la rue un chat très affaminé et très petit, j'ai ramené le chat chez moi pour le donner un peu de saucisson, mais le chat était beaucoup plus vite que je pensais, et il a réussi de manger le 2e hamster avant que je pouvais sauver le hamster. Et c'était déjà une tragédie pour moi, et je crois que j'étais si choqué que j'écris mon premier
poème sur la solitude d'un hamster qui a perdu ses amis. Et ma mère adorait ce poème. Je devais réciter le poème quelques fois par jour pour tous les amis de famille. Et quelques semaines après, ou quelques mois après, le dernier hamster a tombé du balcon du 5e étage. Et je ne sais pas si c'était un suicide ou un accident. Et j'écrivais tout de suite le deuxième poème sur Lénine, parce que je savais que Lénine était aussi mort comme mes hamsters. Et j'ai commencé à écrire la poésie, très triste, très tragique, parce que je pensais qu'on écrit la poésie seulement s'il y a des choses pas plaisantes, dramatiques, tragiques qui se passent dans la vie. Et après 2 ans, j'ai arrêté avec des tragédies, j'ai commencé à écrire des choses un peu plus loufoques, parce que mon frère était un dissident, pas un activiste antisoviétique, mais plutôt un passiviste antisoviétique. C'est quelqu'un qui partageait beaucoup des blagues sur Brejnev, Staline, tout ce parti communiste. Il avait beaucoup d'amis qui s'est toujours fermé dans la cuisine. La cuisine était très petite, et dans l'Union soviétique, il avait une certaine culture de cuisine. Cuisine politique, c'est-à-dire c'était pas seulement pour manger, mais pour échanger les nouvelles, échanger des livres interdits, des blagues. Et je pouvais rester très souvent avec mon frère et ses amis. Il parlait, il échangeait les livres. J'ai essayé de lire ces livres. J'ai réussi de lire beaucoup de livres très, très étranges. Et en fait, peut-être 340% de ces livres étaient politiques, des livres politiques. Les autres étaient seulement la poésie, par exemple, de Mandelstam, d'Akhmatova, de Sacha Tchorn et Ismailov, c'est-à-dire les livres qui n'étaient pas édités dans l'Union soviétique. Aussi les livres sur psychoanalytique, sur Carl Jung, Schopenhauer, Freud, Otto Weininger. C'était un mélange fascinant, très intéressant. C'était pas facile à comprendre, mais plutôt j'étais fasciné plutôt par la poésie russe du début du XXe siècle. Et une fois, quelqu'un a ramené un livre de Daniel Harms, ou Charme. Je crois, en français, c'est Daniel Charme. C'est le père de la littérature noire, de la littérature d'absurde. Et j'adorais ces petits textes littéraires. C'était comme blague, mais avec peut-être plus de tragédie qu'humour. Et j'ai commencé, avant j'ai commencé à inventer les blagues dans le même style que les amis de mon frère partageaient, mais après j'ai commencé à écrire les petites histoires très courtes avec l'humour noir. Je peux peut-être raconter 2-3 en russe, mais je ne peux pas les traduire. Peut-être si je suis sûr qu'il y a beaucoup parmi vous qui comprennent la russe, par exemple. Mais c'était dans le même style, parce qu'il a écrivé... il y a seulement un livre de ces blagues édité qui s'appelle Les accidents. Il est aussi édité par, en anglais, Incidents. Ce livre s'appelle. Et je peux vous donner comme exemple une histoire, une blague très courte dans le même style. Случай. Однажды главный инженер Протопопов попал в камнедробильный станок. Когда его вытащили оттуда, он уже не был главным инженером. C'est moi, mais c'est dans le même style que Harms. J'écrivais 300-400 de blagues comme ça. Il a écrit aussi beaucoup des histoires sur les poètes et écrivains russes classiques, sur Gogol et Pushkin, des choses très bizarres. Et je fais aussi une série de blagues sur des poètes, sur les poètes et écrivains russes classiques, mais peut-être j'arrête avec citation de mes textes, mais peut-être plus tard je vais évoquer quelques petits poèmes. Mais à partir de Harms et des blagues politiques, je commençais à écrire la prose. Et j'ai fini avec la poésie après l'Institut de langue étrangère, dans l'âge de 23-24 ans. Mais avant ça, c'était le début des années 80. Tous les poètes, jeunes poètes ukrainiens et russes, essayaient de former des groupes différents, des mouvements différents pour montrer qu'ils peuvent pousser la poésie jusqu'à la phase prochaine
C'est-à-dire, c'était comme dans le temps des futuristes, des groupes, des poètes cabarettistes russes. Et quelques de mes amis ont organisé aussi des groupes poétiques. Un groupe de poètes de Moscou et de Kiev annonçait qu'ils sont maintenant les métamaphoristes. C'était Parshikov, Raphaël Levchin et encore 2-3 poètes. Et j'ai décidé de devenir un groupe de poètes, mais avec seulement un poète, moi-même. Et j'écrivais parce que je ne suis pas un collectiviste, je suis habitué d'être toujours seul. Et j'ai fait comme tous les autres, j'écrivais un manifeste pour expliquer qu'est-ce que je vais faire, la différence entre le mouvement que j'ai commencé et les autres. Et j'ai inventé le nom pour ce mouvement, gloomisme, c'est-à-dire c'est un terme bien sûr inventé qui vient de deux mots anglais, gloomy, c'est triste, glue, клей по-русски, я не знаю как. Доколь, oui. И le mot russe глумление, которое не обозначает глумление автора над слушателями, а обозначает глумление первого смыслового слоя над вторым, если второй присутствует. C'est aussi compliqué à traduire, mais peut-être quelqu'un peut m'aider? Глумление... Да, значит... Слово «глумление», которое не обозначает глумление автора над слушателями. Cela veut dire, le mot gloomy ne veut pas dire une sorte d'influence de l'auteur c'est comme être sur celui qui... Moqueur, c'est comme intellectuальное издевательство. Voilà, c'est une... comment dire, plaisanterie intellectuelle sur les lecteurs ou les auditeurs. Non, non, c'est pas plaisanterie d'auteur vers les écouteurs, mais c'est la plaisanterie de первый смысловой слой. Oui, c'est-à-dire c'est du premier niveau à propos le deuxième niveau. Voilà, c'est le premier par rapport au second niveau de compréhension. Pour donner un exemple, je peux vous citer un petit poème et vous m'aiderez parce que c'est pas difficile à traduire la poésie. C'est pas vraiment de la poésie, mais c'est сад будущего, антенны, пустившие корни. В корнях клубни телевизоры зреют, постепенно делаясь цветными. C'est des antennes qui ont... C'est le jardin de l'avenir. Le jardin de l'avenir, vous avez des antennes qui ont des racines. Oui. Ces racines ont des fraises, donnent des fraises. Клубни телевизоры, les racines... Voilà, les racines de télévision fraises, voilà, oui, souterraines, et qui deviennent progressivement en couleur. Ils commencent parce que évoluer. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais j'ai fini avec la poésie par écrivant beaucoup de gloomisme comme ça. Mais je continue à écrire de la prose. Et en fait, le premier petit roman que j'écris à l'âge de 17 ans. Et j'ai visité tous les éditeurs soviétiques à Kiev. Et après, je visitais beaucoup de fois Moscou pour montrer mes textes aux éditeurs différents. Et les éditeurs disaient « Oh, c'est très amusant, mais ce n'est pas la littérature soviétique, c'est pas possible de publier. » Et j'ai commencé une aventure qui durait 18 ans. C'est-à-dire que d'abord, j'ai visité toutes les maisons d'édition que je pouvais trouver à Pétersbourg, à Leningrad, à Kiev, à Moscou. Et après, j'ai continué à écrire. Mais chaque jour, j'ai passé 2 heures pour taper ou écrire les lettres pour les maisons d'édition dans les villes différentes, avec synopsis de mes textes, avec ma petite biographie. Et plus tard, j'ai traduit quelques textes en anglais. Et j'avais aussi un ami polonais qui pouvait prendre mes lettres déjà préparées, préadressées,
à Pologne, et de Pologne, il a envoyé mes lettres, mes textes, mes extraits en anglais dans les maisons d'édition de tout le monde. Et il habitait près de Tarnów, et bien sûr, c'était l'adresse de, comment on dit, обратный адрес. Ah, l'expéditeur. L'expéditeur, c'était lui, Staszek Nowak, Stanislav Nowak, et il recevait toutes les réjections du monde entier lui-même, et après, clandestin, il me ramenait toutes les réjections, et c'était un trafic de lettres entre Pologne et Kiev. Et pendant 18 mois, je crois, j'ai envoyé presque 1000 de lettres, des extraits, et j'ai reçu, et j'ai aujourd'hui dans ma collection 600 rejets du monde entier. Mon rejet préféré date de 1997. C'était quand j'ai fait déjà sans Pologne, sans problème, avec photocopie, 40 lettres sur le roman Le Pingouin en anglais, et j'envoyais 40 mêmes lettres aux 40 maisons d'édition dans les États-Unis et en Angleterre, et une des maisons d'édition très connue, pas aujourd'hui, mais c'était la première maison d'édition qui a édité Archipelago Goulag de Solzhenitsyn, Hargill Press. Il m'a envoyé une réponse très courte, très anglaise, et j'adore ce lettre jusqu'à aujourd'hui. C'était, je citerai en anglais, Dear Mr. Kurkov, unfortunately we are publishing only quality literature. We are wishing you good luck elsewhere. Cher Monsieur Kurkov, nous sommes désolés que nous publions seulement la littérature de qualité. Nous vous souhaiterons bonne chance dans les autres maisons d'édition. Je fais encore 40 copies et envoyé aux maisons d'édition européennes continentales, c'est-à-dire France, Suisse, Danemark, partout. Et 3 maisons d'édition demandaient que j'envoyais l'original, tout le texte du Pingouin. Et 2 semaines, 3 semaines après, j'ai reçu par fax un contrat de maison d'édition suisse Diogenes Verlag à Zurich. Et c'était la première réponse positive après 18 années de travail. 18 mois ou 18 années Hein? 18 mois ou 18 années 18 années. Ah, quand même. 18 années, oui. 18 années. Et en fait, j'étais choqué parce que quand j'ai reçu ce fax, j'avais peur de signer parce que je pensais qu'est-ce que je vais faire avec temps libéré des correspondances. Parce que j'étais déjà habitué à une routine de jour. J'écrivais à partir de 5 h du matin jusqu'à 11 h du matin, j'écrivais la prose. Après, j'ai pris petit déjeuner. Si j'étais très content avec ce que j'écrivais, je me donnais un verre de cognac, et après après-midi, j'écrivais des scénarios pour les films, des articles, des choses secondaires, comme je pensais. Et suite, tout était cassé, je devais signer le contrat. Bien sûr, j'ai signé le contrat. En tout cas, on m'a invité à Zurich, j'ai rencontré mon éditeur qui est désolé, maintenant mort, mais c'est un homme légendaire, Daniel Kehl, qui était un grand ami de Federico Fellini et Friedrich Dürrenmatt. Et il m'a demandé, ou il a posé une question, est-ce que je peux apprendre allemand pour faire promotion en Allemagne, Suisse, Autriche? J'ai dit oui. J'ai appris allemand. En 1999, le livre a été publié, la première traduction, et tout de suite, dans 2-3 mois, Le Pingouin était devenu un best-seller dans le top 10 en Suisse, après Autriche, Allemagne, et la maison d'édition Diogène a acheté les droits du monde pour tous mes livres. Comme ça, je suis devenu un écrivain professionnel. Oui.
Mais jusqu'à aujourd'hui, j'écrivais, peut-être que je dois dire, avant Le Penguin, j'écrivais 7 romans. Les premiers 3 romans étaient très compliqués parce que j'aime jouer avec la langue, avec des choses linguistiques, mais pas seulement linguistiques, aussi politiques. J'écrivais une trilogie et 2 romans sur l'histoire d'évolution des mentalités soviétiques utopiques. En mélangeant histoire réelle avec personnages réels et histoire réelle pas connue et un peu surréelle aussi pas connue. Parce que c'était inventé par moi. J'ai compris qu'avec ce livre, je ne peux pas survivre comme un écrivain. J'ai décidé d'apprendre comment on écrit des histoires plus lisibles. J'ai commencé avec une petite histoire qui s'appelle L'ami du défunt. Et on peut dire que c'était tout de suite un succès parce que après j'écris ce roman, un producteur du cinéma ici français a dit qu'il veut faire un film. Comme ça, j'écris tout de suite le scénario pour le film. On a fait le film en Ukraine avec l'argent du ministère de la Culture française parce que le projet, le scénario, a gagné dans la compétition des commissions CNC à Paris. Et comme ça, on fait un film très, très joli, très intéressant sur la vie à Kiev, sur Kiev et sur la vie post-soviétique à Kiev dans le début des années 90. Et le premier avait place à Cannes pendant le festival. Et c'était un petit succès international parce que les droits pour la distribution du film aux États-Unis et au Canada étaient achetés par Sony Pictures Classic. Et comment il s'appelait ce film? L'ami du défunt, A Friend of the Deceased. J'ai décidé qu'il faut maintenant écrire quelque chose un peu plus compliqué. Je pensais que si je, petit à petit, fais mes romans plus compliqués, mes lecteurs vont me suivre. Comme ça, ça marchait maintenant dans l'espace allemand parce que mes romans les plus compliqués sont déjà traduits en allemand et un des romans les plus compliqués aussi va sortir en avril en Angleterre, mais en France, ça au moment ne marche pas. Oui, parce que mon éditrice a peur, Eliana Lévy a peur que les lecteurs français ne seront pas intéressés par l'histoire des mentalités soviétiques utopiques, mais dans ces romans, il y a les mêmes éléments qui sont présents dans mes romans post-soviétiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour noir, beaucoup d'absurdité, mais aussi l'histoire soviétique et beaucoup de mythes et jeux avec imagination, on peut dire. Oui. Mais en tout cas, le deuxième roman après L'ami du défunt, c'était Le Penguin. Et c'est un roman sur une histoire qui se passe 1993-14 à Kiev, sur un journaliste au chômage qui est dépressé, qui habite avec une dépressive, oui, habite avec une jeune fille qui est fatiguée de lui. À cause de ça, elle part et il reste seul. Il est très triste et par hasard, il trouve l'information que le zoo de Kiev n'a pas l'argent pour nourrir tous les animaux et le zoo donne les animaux aux gens qui peuvent les nourrir. Et il va au zoo et ramène des œufs le dernier pingouin, sans savoir que ce pingouin est dépressif et a des problèmes de santé. Et la vie s'améliore, bien sûr, mais... et ce roman, en fait, a ouvert mes portes pour mes livres dans beaucoup de pays, aussi en Japon, Islande et partout. Et en fait, j'ai publié déjà en russe 18 romans et 7 livres pour les enfants. C'est vrai que j'ai commencé à écrire les livres pour les enfants dans la prison d'Odessa. En fait, j'ai fait aussi des études de langue japonaise dans l'école de traducteurs à Kiev. Et à cause de ça, j'étais enregistré avec KGB comme un spécialiste de langue japonaise. Parce qu'il y avait seulement 6 étudiants qui
finit ses études. Et à l'âge de 24 ans, en fait, j'ai essayé, après les études, ne rejoindre pas l'armée soviétique. J'étais un pacifiste militant. Et je ne voulais pas faire le service. Mais à l'âge de 24 ans, j'étais fatigué du combat avec le commissariat militaire. J'ai décidé de faire mon service. Et quand j'ai visité le commissariat, on m'a dit que je vais faire le service sur les îles Kuril, près du Japon, dans le petit détachement de KGB. Et je devrais écouter les échanges de radio entre les officiers japonais. Mais après le service comme ça, dans le temps soviétique, on ne pouvait pas voyager à l'étranger pendant 25 ans. Et je rêvais de voyager toujours. Et je décidais, il faut faire quelque chose, il faut changer la situation, parce que je ne veux pas vraiment être incarcéré de l'Union soviétique pour toujours. Et ma mère travaillait dans l'hôpital de police. Et je lui ai demandé s'il y a un général malade dans l'hôpital qui peut changer mes papiers. Et il a trouvé un général, et comme ça, il changeait les papiers pour la police, pour la gendarmerie. Et quand je suis arrivé sur la pointe d'assemblage, c'est le... Ah, comment ça s'appelle? Le point de... là où, comment? C'est comme si vous avez un conseil de prescription. Voilà. Prescription, oui. Un officier m'approchait et il a chuchoté que pour vous, il y a un choix de 3 prisons. Prison d'Odessa, prison de Nikolaïev et prison de Kherson. Où vous voulez être gardien de la prison? J'ai dit tout de suite à Odessa, près de la mer Noire, c'est beaucoup plus plaisant. J'ai parti pour Odessa. Et quand je suis arrivé là, j'étais plus âgé que les officiers. Il était un peu choqué parce que normalement, pour la gendarmerie, c'est toujours les gens pas vraiment bien éduqués, choisis. Parce que, par exemple, nous étions 5 soldats dans cette prison. 95 soldats d'Asie centrale soviétique et de Caucase, et 5 de partis européens. 2 juifs, un ukrainien, un hongrois de Transcarpathie et moi. Et comme ça, les officiers étaient un peu surpris, et un des officiers a demandé pourquoi vous étiez envoyé ici. Et j'ai expliqué qu'en fait, je ne veux pas devenir un gardien de la prison professionnel. J'espère de devenir un écrivain un jour. Et l'officier était tout de suite très content. Il a dit, oh, on a besoin d'un écrivain parce que chaque semaine, nous avons les rencontres communistes et quelqu'un doit écrire ces textes pour les rencontres. Et comme ça, chaque nuit, je pouvais utiliser le bureau d'un officier, avec machine à tapis, avec radio, avec électrique чайник. Une théière électrique. Théière électrique, tout ça. Oui, et beaucoup de papiers, beaucoup de journaux militaires. Et je fais beaucoup de plagiat de ces journaux, en remplaçant les noms des soldats pas connus avec les noms des non-soldats. Et dans 2 heures, le texte pour la rencontre était prêt, et jusqu'à matin, j'écrivais les contes pour les enfants, les récits, tout ça. Et comme ça, pour moi, c'était une expérience très intéressante, parce que la vie dans la prison, c'est vraiment quelque chose de spécial. On comprend beaucoup mieux les relations entre les gens. Et bien sûr, j'avais beaucoup de temps pendant presque chaque nuit. Mais en tout cas, c'était le temps soviétique. Peut-être j'ai raconté déjà trop, mais je vais dire quelques mots sur mes derniers livres. En fait, en 2012, j'ai commencé un roman. Le roman n'est pas encore fini, mais c'est un roman sur Lituanie et Europe. C'est le roman sur migration. Parce que je suis, pendant les derniers 10 ans, fasciné par Lituanie, par la culture, mentalité, par l'histoire.
Et l'histoire de Lituanie n'est pas du tout connue en Europe, mais en XIVe siècle, Lituanie, c'était l'État le plus grand en Europe. C'était l'État de mer du Nord jusqu'à la mer Noire. Et avec une partie d'Autriche, grande partie d'Allemagne, tout ça, et bien sûr Ukraine, 60% du territoire d'Ukraine, Biélorussie. J'ai décidé d'écrire un roman dramatique, social, sur le destin de 3 jeunes couples lituaniens qui, après, Lituanie devient déjà le membre de l'Union européenne, le membre des zones Schengen, ils décident de quitter le pays pour les pays encore plus civilisés. Et c'est vraiment un problème immense parce que 30% des populations, de petites populations de Lituanie, la population a peut-être 3 millions d'habitants, mais 30% ont parti. Il y a des villages complètement abandonnés, il y a beaucoup de problèmes et les gens sont très dépressés, les gens qui restaient là. Mais c'est une nation avec une culture intéressante et une mentalité aussi différente parce qu'ils ne s'adaptent pas facilement à l'étranger, ils ne peuvent pas former une diaspora. Et comme ça, c'est une histoire avec 3 couples lituaniens. Un couple part pour Londres, un pour Paris et le troisième voulait partir pour Italie, mais ne réussit pas à rester en Lituanie. Mais en novembre 2013, quand on a compris qu'il y a le deuxième Maïdan qui commence, j'ai arrêté le travail et j'ai recommencé seulement il y a un mois. Je ne pouvais pas écrire la prose parce que j'habite dans le centre de Kiev, près de Maïdan, avec ma famille, avec 3 enfants et ma femme. Ma femme est anglaise, les enfants étaient nés en Angleterre, mais ils vont dans l'école ukrainienne. Et nous habitons là. Enfin, on a partagé la vie jusqu'à le contrat. On a travaillé 6 mois à Cambridge et habité 6 mois à Kiev. Mais après, j'ai signé le contrat, on a arrêté de partager la vie et s'installer plutôt à Kiev, en Ukraine. Et dans le même moment, le même automne, j'écrivais un livre non-fiction sur l'histoire, mentalité et culture ukrainienne pour une maison d'édition autrichienne à Innsbruck pour expliquer la différence entre la mentalité russe et ukrainienne et tout ça. Parce que je comprends assez bien comme un russe ethnique qui a vécu là en Ukraine. Je connais beaucoup de gens dans les régions différentes d'Ukraine. Et ça... Je ne pouvais pas aussi continuer avec ce livre. J'ai appelé mon éditeur autrichien et lui dit que je pense qu'il faut écrire ou il faut préparer un autre livre. Mais peut-être avec des essais qui sont déjà prêts pour ce non-fiction sur l'Ukraine. Et dès l'âge de 15 ans, j'écris le journal pour moi-même. C'est le journal intime sur mes amis, sur les événements différents, sur les voyages. Et je lui dis qu'en tout cas, je vais décrire ce qui va passer. Et on peut faire un livre basé sur le journal, mais avec explication des choses importantes de l'histoire ancienne ukrainienne, l'histoire récente, pour comprendre qu'est-ce qu'il passe maintenant. Il était d'accord et on a décidé que le dernier jour dans le journal sera le 24 avril 2014. Et chaque jour, je voyageais un peu en Ukraine, mais chaque jour, si j'étais à Kiev, je passais 3 fois par Maïdan. Parfois pendant la nuit, le matin, pour parler aux gens, pour comprendre qu'est-ce qui passe. Ce n'était pas vraiment facile parce que la révolution orange, c'était vraiment influencé par les intellectuels, bien organisé, avec un seul bout, les élections présidentielles sans falsification. Ici, c'était une histoire complètement différente. Il y avait 2-3 dizaines de groupes différents avec des idées différentes, pourquoi ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils veulent. Et en fait, chaque jour, chaque nuit, j'écrivais le texte et j'envoyais le texte par email à mon traducteur à Berlin et à mon traducteur Paul Lequesne à Paris. Comme ça, le livre
fini le 24 avril, mais était édité en France, le journal de Maïdan, déjà le 20 mai, parce que tout était déjà, presque tout était traduit, et le début de juin, c'était édité en allemand. Maintenant, le livre est traduit en japonais, anglais, italien, danois et les autres langues. Mais c'est le livre avec lequel j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce qu'il y a passé, mais ce n'est pas seulement sur le Maïdan, c'est sur la vie quotidienne des gens ordinaires pendant les événements comme ça. Parce que il y avait beaucoup, et jusqu'à aujourd'hui il y a beaucoup d'informations fausses, il y a beaucoup de clichés qui ne sont pas vrais. Et pour peut-être donner vous un exemple des situations, Maïdan c'est la place centrale à Kiev. Sous la place centrale, il y a un centre commercial avec 30 boutiques, restaurants, banques, tout ça, et supermarchés, 2 supermarchés. Et le centre commercial fonctionnait tous les jours du Maïdan, sauf 2 jours en février, quand la majorité des manifestants étaient tués. C'est-à-dire que les gens pouvaient, si c'était très froid, à dehors, oui, ils pouvaient aller dans le café en bas, ils pouvaient changer l'argent, ils pouvaient acheter quelque chose. Et c'était la vie normale, sauf pour le centre de la ville. Par exemple, mes voisins ramenaient ces enfants chaque jour dans l'école 57, sur la rue Proriznaïa, près de Krishchatik, 20-30 mètres de barricades. Les barricades sont devenues quelque chose d'habituel. Personne ne croyait pas qu'on peut attendre une violence des victimes, des choses comme ça. Parce que ce n'était pas vraiment dans la culture, dans la mentalité ukrainienne, oui. Mais en tout cas, avant ça, j'écrivais un roman qui se passe à Lviv, dans l'Ukraine, à Galicie, c'est l'Ukraine d'Ouest. C'est une ville magnifique avec 5 noms, en russe Lvov, en ukrainien Lviv, en polonais parce que c'était aussi une ville polonaise Lvov, c'était aussi une ville autrichienne très connue Lemberg, et c'était jamais une ville italienne, mais en italien il y a un nom spécial pour cette ville, Leopolis. Leopoli. Oui. Et j'écrivais un roman, c'était le dernier roman avant le Maïdan que j'ai publié. C'est une histoire des hippies soviétiques et post-soviétiques. Il y a 6 personnages principaux, 3 personnages vrais, avec vrai nom, vraie adresse, mais sans numéro de portable. Et 3 personnages inventés. Et c'est une histoire raconte l'histoire des relations entre un ancien agent de KGB qui était dans le temps soviétique responsable pour le mouvement des hippies à Lviv. Et ces relations avec les hippies, parce qu'il y a jusqu'à aujourd'hui 7 ou 8 hippies anciens, pas anciens, vieux hippies qui restent jusqu'à aujourd'hui, les hippies, qui en fait qui essayent de soutenir la culture. Il y a des archives, il y a des vidéos archives sur Facebook, et le héros principal, c'est Ali Kolisevich, c'est un des fondateurs du mouvement de Kiev dans les années 70. Et l'autre histoire est complètement inventée, c'est une histoire d'un jeune homme de 30 ans, Taras, qui ne pouvait pas finir les études dans l'institut médical, mais trouvait les moyens, la méthode, comment on gagne un peu d'argent avec la médecine. Les calculs. Oui, oui. Parce que Lviv, c'est une ville très ancienne, avec des chemins très anciens aussi, pas vraiment bons pour les voitures, très carrossés. Oui. Et il a appris comment, il a fait des études des niveaux de vibration sur chaque rue. Il a une voiture aussi très ancienne, Opel Kadett des années 80, et il fait des pubs sur l'internet qu'il peut aider les hommes avec calcul Renault. Mais c'est vrai cette histoire? C'est pas vrai. C'est tellement fort que j'ai cru.
presque chaque nuit, il conduit les patients, les clients sur les rues différentes de Kiev et il est payé. Et bien sûr, il demande que les hommes lui restent les calculs pour la collection. Pour la raison aussi. Oui. Et chaque matin, il passe par une boîte d'échange où une jeune femme travaille, Darka, qui est très belle, qui est très intéressante, qui s'habille comment dire, dans des couleurs très actives et porte toujours les gants très longs en couleurs différentes. Et il pense qu'elle est très à la mode, mais en fait, après quelques conversations, il comprend qu'elle porte des gants parce qu'elle a une maladie très rare, elle a une allergie à l'argent. Elle ne peut pas toucher l'argent, elle ne peut pas toucher les hommes qui touchent à l'argent. Et comme ça, oui, j'arrête. Mais extra ce livre, il est extra. Ah, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré. Merci. Mais maintenant, j'ai recommencé à écrire le roman lituanien, et ça sera un roman complètement différent. D'accord. Mais je pensais que le roman sera presque sans humour, mais ça ne marche pas. Il y a déjà d'humour noir aussi. Mais c'est le premier roman, en fait, on peut dire européen, parce qu'il y a beaucoup d'Europe dans le roman. Pas seulement Lituanie, mais aussi Paris et Nord-Pas-de-Calais, Londres, Sarre et Kent. Et il y a des personnages qui existent dans la vie réelle, mais pas comme les personnages principaux. Il y a deux personnages de Paris, sous leur nom propre. Oui. Un de ces personnages, c'est François Devers, le directeur, le propriétaire de la librairie du livre russe Globe. Peut-être vous connaissez. Oui, et pour moi, maintenant, je rêve, j'espère que je peux finir ce roman jusqu'à juin, mais bien sûr, ça va prendre encore 2 ans pour la traduction, pour la préparation, tout ça. Bien, peut-être je m'arrête et je suis prêt pour vos questions. Dommage.